Je voudrais bien remercier d'abord le PSL, mais surtout l'équipe d'histoire de l'astronomie de l'Observatoire de Paris et Michela Malpagotto qui dirige cette équipe et qui m'a invité dans le cadre de Translittérer. Alors, ce séminaire va porter sur la migration des savants, la migration des idées, mais on va se concentrer les jours qui suivent sur la migration des savants. On parlera de la migration des savants sur la longue durée. Je présenterai, mais aussi avec d'autres collègues, divers épisodes de ces migrations, de l'Antiquité, de la fermeture de l'école d'Athènes jusqu'à aujourd'hui, XXe siècle, où évidemment on a des grands flux de migration et les savants sont parmi les migrants pour plusieurs raisons, pour des raisons économiques aussi, mais pour des raisons aussi tout simplement parce qu'il y a la guerre dans leur pays. Donc ce sera vraiment sur la longue durée. Il y aura aussi 3 invités. Le premier invité va nous parler aujourd'hui, c'est le professeur Robert Halleux, je le présenterai tout à l'heure. Le deuxième invité va nous parler de la péninsule ibérique et de la migration des savants arabes au XVe siècle. C'est notre collègue Ahmed Djebar, spécialiste des sciences arabes, et aussi une collègue italienne, Miriam Focaccia, qui vient du Centro Fermi et qui va nous parler de Fermi. Fermi qui est parti avant la guerre, en 1938, aux États-Unis, à cause des lois racistes de Mussolini. Sa femme était juive, donc ils sont partis aux États-Unis, et avec d'autres collègues européens qui ont fui le fascisme et le nazisme, ils ont construit la bombe aux États-Unis. Alors, aujourd'hui, le premier séminaire sera un séminaire général, une présentation générale. On pourra discuter après. Moi, je vais faire une présentation et on aura vraiment le temps pour avoir une discussion entre nous. Ce qui est le plus important dans ce genre de séminaire, c'est les échanges, c'est de discuter parce que ça nous permet aussi d'avoir de nouvelles idées. Et comme a dit Michela, et le dira aussi le professeur Halleux tout à l'heure, c'est un projet qui, nous espérons, va aboutir sur un projet de recherche, sur des publications, etc. Alors, des questions historiographiques d'abord. Eh bien, il y a un schéma classique, ce que j'appelle le schéma classique, de l'histoire des sciences. C'est un schéma qui se met en place dès la fin du XVIIIe siècle, mais surtout au XIXe siècle et au début du XXe. Alors, ce schéma a une narration, et cette narration, c'est la science grecque qui est le début de la science. Après, cette science grecque se transmet aux Arabes, qui la transmettent à leur tour en Europe occidentale, au XIIe et XIIIe siècle, et alors elle est transformée, et on a la nouvelle science européenne, la science moderne, ou la révolution scientifique. Il y a plusieurs termes pour définir cette science qui deviendra la science globale aujourd'hui. Alors ça, c'est le schéma classique. Toutes les grandes histoires l'histoire des sciences présentent ce schéma. George Sarton, qui publie la première, si vous voulez, grande histoire des sciences, qui s'appelle Introduction to the History of Science, il suit ce schéma. Il n'arrive pas à la fin de ce schéma, mais au moins à ses débuts, c'est-à-dire sciences grecques et après transmission. L'histoire générale de notre cher maître René Taton, l'histoire générale des sciences, en 3 parties suit ce schéma. Il y a la science antique et médiévale, et après il y a la
transformation, c'est-à-dire la science du XVIIe, XVIIIe siècle, après la science XIXe, XXe. Hein. Donc c'est un schéma général qui se met en place, comme j'ai dit, fin du XVIIIe, mais surtout XIXe et XXe siècle. Alors dans ce schéma, il y a une époque charnière qui est la transmission de la science ancienne, de la science grecque, à l'Occident via les Arabes. Et c'est pour ça que les premiers historiens des sciences qui se sont penchés sur la migration des idées, sur la migration des savants, moins, mais surtout sur la migration des savoirs et le transport des savoirs, se sont intéressés à ces schémas. Et il y a un premier livre dans l'historiographie d'histoire des sciences qui est très important, c'est The Renaissance of the 12th Century, de Charles Homer Haskins, publié en 1927. Alors, Haskins, en 1927, il établit ce qu'il appelle échange interculturel. C'est le premier historien des sciences à établir ce terme des échanges interculturels et à travailler là-dessus. Et pour lui, ces échanges interculturels sont d'une importance primordiale pour le monde médiéval et pour le transport de savoir scientifique. Alors, méthodologiquement, Haskins se fonde sur les textes, il étudie les textes, il n'étudie pas tellement les mouvements des savants, hein, il étudie les textes, et c'est normal, parce que c'est les textes qui apportent la nouvelle science, la première chose à faire, c'est étudier les textes, étudier le contenu. Hein. Et son idée générale, c'est que les traducteurs latins médiévaux ont délibérément essayé de récupérer un savoir qui était perdu. C'était le savoir des sciences grecques. Ça, c'est son schéma. Alors, à la même époque, à la même année même, 1927, que Haskins publie son livre, Charton va publier le premier volume de l'introduction à l'histoire des sciences. Et son premier volume a un titre qui rentre dans ce schéma, c'est de Homère à Omar Khayyam. Donc c'est de l'Antiquité au Xe, XIe siècle. Et ça sous-entend cette transmission des Grecs aux Arabes, n'est-ce pas? Et le deuxième volume, c'est de Rabbi Ben Ezra à Roger Bacon. Donc on voit, ça sous-entend cette transmission entre Arabes, Juifs, etc., cette civilisation en Europe. Alors c'est le schéma classique. Alors le modèle de Haskins, c'est un modèle d'observateur, c'est-à-dire c'est un modèle assez statique, c'est pas un modèle où il parle vraiment, où il regarde des deux côtés, n'est-ce pas? C'est la transmission des Arabes vers les Occidentaux. Il présuppose une renaissance au XIIe siècle, une renaissance des sciences et de la philosophie généralement, mais surtout des sciences. Et il présuppose ce que j'avais dit, que le Moyen-Âge latin veut récupérer, il a un programme pour récupérer la science grecque. Et que les traducteurs, le schéma de Haskins, c'est que les traducteurs vont chercher ce savoir sur les lieux de traduction. Par exemple, Gérard de Crémone, qui va aller dans la péninsule ibérique, ou alors le traducteur anonyme, un étudiant de Salerno, qui apprend, paraît-il, qu'il y a un exemplaire en grec de l'Almageste qui arrive en Sicile. Alors il connaît l'Almageste sans l'avoir jamais vu, donc il part du Vésuve où il était là en train de faire des observations, il va en Sicile chercher cet exemplaire et il va le traduire. Alors ça, c'est le schéma de Haskins.
L'interprétation de Haskins repose donc sur des croyances historiographiques de son temps. Pierre Duhem avait déjà travaillé longtemps sur ce sujet. Pierre Duhem, dans son monumental ouvrage de Platon Copernic en 10 volumes, eh bien, l'essentiel de ce monumental ouvrage parle de l'Occident du Moyen-Âge latin. Et il parle des sciences des ordres religieux. Donc, c'est un savoir qui se reconnecte délibérément avec l'Antiquité. Haskins, d'ailleurs, avait une place importante, pas seulement dans l'académia américaine, mais aussi c'était un personnage politique. Il était conseiller du président Wilson et il a pris part à l'élaboration du traité de Versailles, mais ça c'est une autre histoire, ce n'est pas de notre... Alors, il y a plusieurs élèves de Haskins, enfin élèves entre guillemets, c'est-à-dire des continuateurs de Haskins, qui ont continué à penser sur ce modèle, tout en le transformant, mais en général le modèle est là. Je vais citer plusieurs, comme Milas Vallicrosa, Joan Vernet Guinness, Marie-Thérèse d'Alverny, mais surtout Marshall Clagett. Marshall Clagett qui a publié un ouvrage monumental, c'est Archimède pendant le Moyen-Âge. Et là, il présente toute la transmission des œuvres d'Archimède, et pas seulement au Moyen-Âge, donc toute la transmission des textes. Et ses élèves aussi, comme Hubertus Busard, Menzo Folkets, ou André Allard, qui a travaillé sur les mathématiques surtout, et Charles Barnett. Alors, comme je vous ai dit, ces savants, ces historiens des sciences adhèrent en général au modèle de Haskins, mais ils le transforment, ils le rendent plus complexe. Ils parlent aussi des retours, ils parlent des mouvements des savants, ils parlent des transformations des savoirs. Le modèle commence un peu à devenir plus complexe, comme je vous ai dit. Mais il y a des critiques. À la fin du XXe siècle, il y a des critiques importantes à ce modèle-là. Ces critiques disent que ce modèle est statique et monoculturel, et surtout cette idée que le Moyen-Âge voulait absolument retrouver le savoir des anciens. Il paraît que si on étudie les textes, il paraît que ce modèle n'est pas juste, n'est pas valable, si vous voulez, dans sa totalité. Il y a aussi des collègues à la fin du XXe siècle qui ont étudié les textes. Ils ont trouvé que très souvent, et parfois, mais très souvent aussi, les savants du Moyen-Âge, ils refusaient le savoir, le savoir grec, le savoir scientifique et philosophique grec, car c'était un savoir païen, donc c'était une question théologique, déjà, premièrement. Il y avait aussi, bien sûr, le problème entre Orient et Occident, comme le Moyen-Âge oriental, Byzance, avait préservé les textes grecs, il les avait préservés parce qu'il n'y a pas eu de coupure entre l'Antiquité, entre l'enseignement de l'Antiquité et l'enseignement du Moyen-Âge. Ces textes étaient enseignés d'une manière continue, à cause de la langue, premièrement, parce que l'Empire romain d'Orient conserve la langue grecque et deviendra la langue officielle au bout d'un certain moment, avec le latin d'abord et après, je Platon le latin. Et deuxièmement, c'est
c'est la continuité, si vous voulez, l'école d'Alexandrie qui va fermer, mais entre-temps, il y aura l'université de Constantinople qui va enseigner ces textes, donc il y a une continuité de savoir. Mais il ne faut pas oublier la grande animosité entre Orient et Occident, et les grands débats entre les deux églises qui vont scissionner, et c'est valable et du côté byzantin, et du côté oriental, et du côté occidental. Donc, on voit, si on cherche un peu mieux les textes médiévaux, qu'il n'était pas du tout évident que les savants de l'Occident latin avaient un dessein de retrouver la science grecque. C'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, ce modèle aussi, très important, il pose les textes au-dessus des instruments, des cartes et des savoirs. Les textes, c'est un modèle qui est centré sur les textes. Mais il n'y a pas que les textes dans les échanges des sciences. Hein. Il y a les instruments qui circulent, qui voyagent. Il y a aussi, Robert Halle va nous parler tout à l'heure, il y a les techniques, et il y a les techniques de tous les jours qui voyagent aussi avec les personnes, même avec les marchands. Les marchands, quand par exemple, ils voyagent d'un pays à l'autre, ils apportent leur savoir. Je prends un exemple de ce que j'appelle l'Antiquité tardive du VIe siècle. Un exemple qui vient de l'Empire romain oriental, Cosmas Indicopleustes, c'est un marchand du VIe siècle. Il n'est pas un savant, mais à cause de ses voyages et des contacts qu'il a, eh bien, il va écrire un texte au milieu du VIe siècle en Alexandrie qui va faire référence pour une certaine école cosmologique, c'est la topographie chrétienne. On ne peut pas négliger dans notre schéma Indicopleustes et ses voyages. Alors, il y a des nouvelles approches historiographiques. Et je vais présenter un peu, c'est une approche importante, c'est celle de Michel Espagne. Hein? Michel Espagne, qui a écrit quand même beaucoup sur les transferts culturels. Il a travaillé sur ce thème et cette notion de transfert culturel. Bon, Michel Espagne part d'un exemple précis, et on va voir le problème de cet exemple, c'est les rapports franco-allemands et les transferts franco-allemands. Je cite Michel Espagne. Tout passage d'un objet culturel d'un contexte dans un autre a pour conséquence une transformation de son sens, une dynamique de résémantisation qu'on ne peut pleinement reconnaître qu'en tenant compte des vecteurs historiques du passage. On peut donc dire d'emblée que la recherche sur les transferts culturels concerne la plupart des sciences humaines, même si elle s'est développée à partir d'un certain nombre de points d'ancrage précis. L'étude des transferts culturels conduit à relativiser l'importance de la comparaison et par-dessus tout la notion du centre. Il y a cette idée des transferts culturels, il y a l'idée des sciences humaines. Je vous ai dit tout à l'heure que, et je vais insister sur ce point, que Michel Espagne, il construit son schéma à partir des transferts culturels franco-allemands, donc des transferts, si vous voulez, de deux cultures qui sont analogues. Il n'y a pas vraiment de culture dominante dans ces deux cultures-là. Il y a
bibliographie que je présente rapidement de Michel Espagne sur la notion du transfert culturel. D'abord, il y a les transferts, les relations interculturelles dans l'espace franco-allemand, vous voyez toujours, en 1988. Et après, d'autres livres comme Contribution à l'histoire des disciplines, littéraires en France et en Allemagne. C'est des livres collectifs, n'est-ce pas? Le maître des langues, les premiers enseignants d'allemand en France, le paradigme des étrangers, les chaires de littérature étrangère au XIXe siècle, les transferts culturels franco-allemands, c'est le livre que je vous ai montré tout à l'heure, et il y a un petit texte intéressant, tout petit, vraiment tout petit, de 2 ou 3 pages que vous pouvez trouver sur le web, publié en 2013, la notion de transfert culturel. Et dans ce petit texte, Michel Espagne, il explique point par point toutes les notions essentielles qu'il croit être, qu'il met en place pour cette notion de transfert culturel. Alors, je vais vous citer quelques passages avant de les commenter. Tous les groupes sociaux susceptibles de passer d'un espace national ou linguistique, ethnique ou religieux à l'autre peuvent être vecteurs des transferts culturels. Les commerçants transportant des marchandises ont toujours véhiculé également des représentations ou des savoirs. Les traducteurs, les enseignants spécialistes d'une ère culturelle étrangère, les émigrés politiques, économiques ou religieux, les artistes répondant à des commandes, les mercenaires constituent autant de vecteurs de transfert. C'est vrai, les mercenaires aussi, que les mercenaires, quand dans les conquêtes, déjà les mercenaires, pas seulement ils apportent leur culture, mais aussi ils transportent des manuscrits, parce que les manuscrits coûtent cher. Donc un butin dans une ville, prendre des manuscrits et les vendre, les transporter, c'est déjà ça. Il ne faut pas négliger cet aspect-là, qui nous paraît d'un premier abord quand même bizarre pour les transferts en histoire, en sciences. Je cite aussi notre passage. Toutefois, on peut fort bien se représenter aussi des transferts reposant sur la circulation d'objets, comme des livres d'art, des livres ou des œuvres d'art. L'histoire des bibliothèques. L'histoire des bibliothèques, elle est très intéressante, je vais commenter tout à l'heure. De la constitution des fonds étrangers, de la diffusion des produits éditoriaux et de la traduction, comme l'histoire des collections et du marché transnational de l'art, font évidemment partie de la recherche sur les transferts culturels. Et lorsqu'on passe des médiations humaines aux médiations associées à des livres ou à des archives, la question des transferts culturels rencontre celle de la mémoire. En effet, les bibliothèques ou les archives, dont les modes d'organisation méritent souvent qu'on en établisse l'histoire, tendent à conforter les identités. Eh bien, l'histoire des bibliothèques, c'est une histoire très importante pour les transferts culturels. Il y a un livre qui est sous presse à la collection des travaux de l'Académie internationale d'histoire des sciences, un livre de Noël Golves sur la bibliothèque. Je prends un exemple, je prends des très nombreux exemples, sur la bibliothèque de Terentius, qui est un jésuite en Chine au XVIIe siècle. Par les bibliothèques, la constitution des bibliothèques, on peut comprendre tout un transfert culturel. Par exemple, si on arrive à établir le catalogue complet de la bibliothèque des jésuites en Chine, on a le miroir de l'Europe. Pourquoi ils ont commandé ces livres? Et c'est ces livres-là qui vont constituer le passage, le passage à une nouvelle science en Chine. Et pas seulement. Ce n'est pas seulement le transfert, mais cette idée de miroir, cette idée qu'en constituant une bibliothèque, eh bien, on commande les livres qui nous intéressent, donc on commande notre vision des sciences, notre vision des savoirs.
Une dernière citation, je termine avec le schéma de Michel Espagne. L'historiographie des transferts culturels relativise tout particulièrement la notion de centre. On ne peut s'empêcher de penser que la global history est elle-même structurée à partir d'un centre anglo-saxon. D'autres centres peuvent exister dans le cours de l'histoire. On pense à l'Empire du Milieu, à l'exigence des empereurs chinois en matière de cartographie, que la Chine soit représentée au milieu des cartes du monde connu à l'époque. On pense aux habitudes de la Turquie kémaliste de dessiner des cartes du monde mettant au centre l'Anatolie, elle-même au milieu d'un monde turc équidistant, d'un côté de l'Algérie et de l'autre côté de l'Asie centrale. Alors, la remise en cause des centres est un élément fondamental de la recherche sur les transferts culturels. C'est vrai. Mais il y a quand même un problème à ce schéma en ce qui concerne les sciences. J'ai parlé tout à l'heure que Michel Espagne il met en place cette réflexion de transfert culturel en étudiant les relations entre la France et l'Allemagne, qui sont deux cultures qui sont équivalentes, si vous voulez, sur le plan. Il n'y a pas de culture dominante et de culture dominée, vraiment. Mais ce schéma est problématique quand on parle de culture, de science dominante qui va connaître une expansion. Et là, bon, bien qu'on relativise toujours, on relativise la notion de centre et de périphérie, on peut dire que des notions de centre et de périphérie ne peuvent pas être bannies dans l'histoire des relations et des transferts en sciences. Il y a plusieurs exemples. Les universités des colonies, bon, c'est des transferts culturels, mais c'est quand même la science européenne qui va être implantée dans les colonies, ou les universités aux Amériques latines, n'est-ce pas? Il y a l'expansion de l'espace européen, de l'espace scientifique européen, parce que de la science moderne ou classique, enfin selon les définitions, la science qui se développe au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, eh bien cette science-là, elle va se transposer, elle va migrer par plusieurs moyens vers la périphérie européenne. Et quand je dis la périphérie européenne, c'est la périphérie géographique de l'Europe, mais aussi les autres continents. Alors là, il y a une culture dominante, une culture dominée. Et on peut parler du centre et de périphérie. Exemple, Doller, quand il va s'installer à Saint-Pétersbourg, il va toute l'Académie des sciences, n'est-ce pas, tous les savants de l'Académie des sciences de Pétersbourg, eh bien, ils vont enseigner un savoir déjà prêt, déjà structuré. Ils vont l'enseigner comme tel, sans transformation en Russie. Un autre exemple, je vais prendre, qui est plus récent, c'est l'astronome Johann Friedrich Julius Schmidt, que vous voyez là. Alors, Johann Schmidt, il a été... c'est un astronome allemand. Il a commencé dès son enfance à dessiner la Lune. Il a dessiné la meilleure carte de la Lune du XIXe siècle pendant plusieurs années. À un certain moment, en 1858, oui, on l'appelle à Athènes pour devenir directeur de l'Observatoire d'Athènes, qui était resté son directeur. Alors, Julius Schmidt, il vient à Athènes. Vous le voyez en habit de son pays, n'est-ce pas, mais avec le fez turc qui était à la mode à l'époque dans sa maison à Plaka. Il va rester de 1858 jusqu'à 1884 où il meurt à Athènes. Il n'a même pas appris le grec. Donc, ce qu'il fait, il fait son travail, il dessine sa carte de la Lune, qu'il imprime en Allemagne. Il publie en Allemagne. Il y a des astronomes grecs qui vont être formés auprès de Schmidt, mais là on ne peut pas parler, c'est clair qu'il y a un centre, une périphérie. Schmidt, il va apporter un savoir dans la périphérie européenne qui était déjà structurée dans son pays.
Mais ce schéma, qui n'a pas de santé périphérie des échanges de transformation est plutôt, comme je vous ai dit, valable quand on peut comparer il n'y a pas de culture dominante, culture dominée. Par exemple, je vous donne un exemple ici d'un astrolabe. Cet astrolabe que vous voyez, c'est un astrolabe byzantin, c'est d'ailleurs le seul astrolabe. C'est une autre histoire qui ne rentre pas dans notre narration des transferts et de la mobilité des savants, si, quand même, un peu. Bien que les Byzantins, ils ont écrit pas mal de textes sur les astrolabes en expliquant leur construction et leur usage, surtout, depuis Philopon jusqu'au XVe siècle. Un seul astrolabe byzantin conservé à nos jours, qui se trouve à Brescia, mais qui n'est même pas exposé. Je croyais qu'il était exposé au musée de Brescia, mais non, il est à la municipalité de Brescia. Donc tout le monde dit astrolabe du musée de Brescia, mais il est à la municipalité. Donc on ne peut pas facilement voir. Alors cet astrolabe, qui est byzantin, vous voyez, il y a la croix, c'est ça le transfert culturel, il a été fabriqué en Perse pour ou par un certain Sérios qui voyage en Perse. Donc c'est le savoir-faire des Arabes et après des Perses, enfin le savoir-faire des astronomes musulmans sur les astrolabes, qui est donc qui utilise des traités de langue grecque de Philopon, etc., qui fabrique des astrolabes magnifiques, qui aussi écrivent un tas de traités sur l'astrolabe, qui fabriquent ces astrolabes byzantins, mais qui mettent la croix chrétienne. Bien, un autre instrument, parce que là on parle d'instrument qui est quand même frappant pour cette histoire des transferts culturels, c'est cette turquetum équatorial. Alors, turquetum, c'est un instrument astronomique avec lequel on mesure en même temps des coordonnées équatoriales et des coordonnées écliptiques. Pardon. Il a été décrit par Ptolémée et il a été dessiné et réalisé, parce que Ptolémée le décrit seulement, mais il a été réalisé par un savant arabe, Jabir du XIIe siècle en Andalousie. Hein. On parlera aussi des rapports très importants de la mobilité de savants en Andalousie. Et on va parler de ces épisodes de transfert et de mobilité des savants en Chine pendant le Moyen-Âge et le XVIIe siècle. Les savants musulmans voyagent en Chine, ils apportent avec eux, pas des instruments, mais au moins le savoir-faire, et voilà la transformation chinoise de cet instrument par un astronome chinois, Hua Shunjing, au XIIIe, début XIVe siècle. Et c'est un instrument tout à fait chinois, avec grand, en fonte, il y a des dragons, c'est comme les autres instruments qu'on peut voir en Chine. Alors, je continue pour je surveille l'heure quand même, les nouvelles approches historiographiques. Eh bien, récemment, il y a pas mal d'intérêt sur la migration des savants et la migration des idées. Des projets de recherche se sont formés. Il y a un livre qui présente The Migration of Ideas de deux collègues italiens, Raffaella Simili et Roberto Cazzieri. C'est un livre collectif et il pose dès la préface l'idée suivante. Je vous le lis en anglais, c'est un livre qui est collectif, qui est en anglais. Ideas migrate across time and space, sometimes in conjunction with the migration of people, and sometimes independent of it. The migration of ideas
from one context to another is a central aspect of a communication among scholars and scientists. It is one of the most important features of cultural, intellectual, and scientific history. It is also an important feature in the history of institutions, organizations, and technology. This volume considers the migration of ideas in conjunction with the migration of scientists and scholars, and examines the critical role of political upheavals and major wars in that connection. C'est le dernier paragraphe le plus important pour nous, que la migration des idées se fait aussi avec l'émigration des savants, et les migrations des savants, ils sont très souvent elles sont très souvent liées à des problèmes politiques, à des guerres, etc. Et pour terminer la présentation des livres, là, il a un livre tout à fait récent. Il est paru en janvier 2019 à University of Chicago Press de notre collègue John Krieg. John Krieg aussi, il a beaucoup travaillé sur les migrations des savants et la migration des savoirs au XXe siècle. Il a aussi travaillé sur les Allemands. Les Allemands, c'est quand même important. How Knowledge Moves. Et c'est un livre collectif qui parle beaucoup aussi de la migration des savants, mais surtout dans les périodes récentes. Bon, ça c'était pour la présentation de ce qui, un peu une introduction de ce qui s'est passé, enfin, de la bibliographie et de l'historiographie pour la migration jusqu'à aujourd'hui. De Haskins à nos jours. Ça fait presque 100 ans. 1927, ça fait presque 100 ans. Et je vais essayer de mettre un peu dans les... pas faire exactement un catalogue, mais voilà, organiser un peu les idées sur la migration de savants. Alors, il y a plusieurs sortes de migrations, n'est-ce pas? Il y a vraiment plusieurs sortes de migrations qui sont individuelles ou collectives. D'abord, évident, c'est la migration pour étudier. Hein? Je prends l'exemple le plus ancien, connu, peut-être pas le plus ancien, le plus ancien. Aristote, qui part de la Macédoine barbare pour les Athéniens et qui arrive à Athènes étudier auprès de Platon, il reste 20 ans étudiant de Platon et après il va rester à Athènes, il a passé la plupart de sa vie à Athènes, il a fondé le lycée. Bon, il serait mort à Athènes s'il n'était pas chassé par les Athéniens comme étranger, barbare et salmétèque. Il y a aussi la migration pour enseigner. Bien, j'ai parlé de Euler. Euler, il va partir à Saint-Pétersbourg pour enseigner. Bon, il n'aura pas beaucoup d'élèves, mais c'était quand même, surtout ses élèves étaient même pas russes, mais il est parti enseigner. La migration pour trouver des meilleures conditions de travail, ici, comme ici, c'est Giovanni Domenico Cassini, le premier directeur de l'Observatoire, qui n'était pas exactement un directeur, mais enfin c'était comme un directeur. Il était déjà très connu en Italie, c'était un des plus grands astronomes de l'Europe. Il est venu en France parce que, sans doute, il lui a proposé quand même une somme assez importante. Il avait de meilleures conditions, et pas seulement, il avait aussi cette possibilité d'avoir des instruments avec lesquels il a fait des magnifiques observations. Il y a des migrations pour des raisons idéologiques, comme Descartes, il part dans des pays protestants. Hein. Il y a la migration à cause du chômage. La situation d'aujourd'hui, c'est le brain drain. Et ce n'est pas seulement le brain drain, mais c'est surtout, oui, il y a des pays où vraiment il n'y a aucun futur pour les scientifiques. Hein.
Il y a la migration à cause des conquêtes. On va en parler. Hein. Les conquêtes, c'est la conquête, la reconquista de la péninsule ibérique par les rois très catholiques d'Espagne. Et il y a la conquête ottomane, les savants byzantins qui vont fuir. L'émigration pour les idées politiques, surtout au XXe siècle. Là, le XXe siècle, c'est le siècle de ces migrations pour des raisons politiques. Des savants qui vont fuir le fascisme et le nazisme, ou alors des savants soviétiques qui vont fuir le régime stalinien. Et il y a la migration pour cause religieuse. Hein. Et là, il y a plusieurs épisodes. Le premier épisode dont on va parler, c'est les philosophes païens d'Athènes qui partent en Perse parce qu'à cause de cet édit de Justinien, on va commenter cet édit s'il existait ou pas, mais de toute façon, on a l'évidence de leur départ en Perse. Il y a aussi l'immigration forcée. On a beaucoup étudié l'immigration forcée au XXe siècle. Les Allemands qui ont été apportés aux États-Unis et aussi moins en URSS, tout le monde a vu, je suppose, et si vous ne l'avez pas vu, les plus jeunes, c'est le fameux film Dr. Folamour où Peter Sellers qui joue le nazi allemand dans le Pentagone. Eh bien, von Braun, il n'était pas seul aux États-Unis. On a un chiffre énorme de 1600 scientifiques allemands qui sont apportés aux États-Unis, je dirais apportés, donc par les forces américaines, et ils vont fabriquer tout le système, tout le programme, ils vont contribuer au programme spatial américain, et évidemment, ils vont fabriquer les missiles. Et c'est intéressant parce que cette histoire de la fabrication des missiles et de la contribution des Allemands au programme spatial américain, qui était plus ou moins passé sous le tapis dans la narration officielle. Maintenant, c'est plus du tout ça. J'ai eu la chance d'aller au Smithsonian Museum, c'est le musée de l'air et de l'espace à Washington récemment. Eh bien, la narration officielle du musée, c'est ça. C'est que les Allemands, von Braun et les autres Allemands qui servaient le régime nazi, qui ont fabriqué le missile V2, qu'on voit d'ailleurs au Smithsonian, et moi je croyais que c'était un petit missile, il est énorme, hein, il fait, je sais pas, plus de 10 mètres de haut. Et bien la narration officielle, c'est que ces gens-là ont fabriqué les fusées et les missiles des États-Unis, et aussi, sans eux, il n'y aurait pas eu de programme spatial à cette époque-là. Alors, il y a l'immigration individuelle et l'immigration massive. Nous, on va surtout s'intéresser aux migrations massives dans ce séminaire. Il n'est pas facile de faire la part des migrations individuelles et des migrations massives parce qu'il y a des migrations individuelles qui se transforment en migrations massives. C'est-à-dire, quand je dis une migration individuelle, c'est que les savants ne partent pas d'une manière organisée ou d'un seul coup. Quand les Ottomans conquièrent Constantinople en 1453, ils vont partir, les savants byzantins vont partir enfin, pas organisés, mais ils vont partir du jour au lendemain. Donc, c'est une migration qui a dans le temps une limite. Enfin. Il y a d'autres migrations qui sont massives, mais qui s'étalent dans le temps. Par exemple, le brain drain. Il n'y a pas tous les savants des pays de l'Est ou des pays plus pauvres de l'Europe ne partent pas le même jour. Mais ça s'étale sur plusieurs années, plusieurs décennies. Hein. Et nous avons choisi
des exemples significatifs pour présenter, pour présenter et discuter surtout, parce que le projet du séminaire, c'est d'avoir une discussion entre nous sur la langue du ré pour essayer de voir s'il y a des caractéristiques communes ou quelles sont les différentes raisons de ces migrations. Une question essentielle qui se pose, c'est le choix du lieu d'immigration. Alors, en général, les émigrés, ils ont déjà choisi leur pays, le pays d'accueil. Et là, on pourra en discuter, on pourra voir les exemples précis là, dans les prochains séminaires. Ils ont déjà des contacts, ils connaissent, ils ont déjà des contacts. Et la plupart des fois, ces pays, c'est des pays voisins, parce qu'il y a aussi les considérations matérielles. Est-ce qu'on peut se rendre dans ce pays-là? Comment se rendre dans ce pays-là? C'est des considérations économiques et de faisabilité, si on peut y aller, n'est-ce pas? Alors, ce qui va nous intéresser dans le séminaire aussi, ce n'est pas de raconter une histoire, l'histoire du déplacement, ce n'est pas une narration historique événementielle, bien que connaître les événements, c'est quand même la base de toute de tout ce qu'on peut dire après, n'est-ce pas? Je ne sous-estime pas l'histoire événementielle, mais notre but, c'est surtout de comprendre et de présenter et de comprendre l'impact qu'ont eu ces déplacements dans la société d'accueil et aussi dans la société à partir de laquelle les migrants sont partis. Il y a deux sociétés sur lesquelles il y a un impact évident, n'est-ce pas? C'est les transferts interculturels en sciences. Et comme j'ai dit dès le début, c'est un schéma très complexe. Enfin, cette étude des transferts, c'est la complexité qui la caractérise. Les savants vont influencer évidemment la culture des pays d'accueil, ils sont influencés par elle, et de notre côté, ils vont influencer aussi, on verra par quels moyens, la culture des pays d'où ils sont partis, parce qu'ils gardent des contacts, parfois certains d'entre eux reviennent. Le brain drain n'a pas que des côtés négatifs, hein. Il y a aussi des côtés positifs pour les pays d'émigration. Il y a des réseaux qui se créent, des contacts qui se créent, un savoir-faire qui se transmet, etc. Donc il y a un mixage de savoirs. Et forcément, si on veut faire une étude complète de ces migrations, ça ne peut être qu'une étude qui soit interdisciplinaire. Moi, je veux parler du côté de l'histoire des sciences, mais c'est une étude absolument interdisciplinaire. Et surtout, pour la période actuelle, finalement, en fin de compte, il s'agit d'étudier comment est-ce que la science est devenue mondiale. C'est l'histoire, finalement, l'histoire des migrations actuelles, c'est l'histoire de la global science. Comment est-ce que maintenant, on ne peut pas parler de sciences européennes, de sciences asiatiques, de sciences américaines, etc. Alors, je terminerai en vous faisant un survol, en présentant rapidement les exemples choisis, lesquels on va étudier dans les prochains séminaires. Alors, la première partie, il s'agit de la migration de la science grecque. Hein. Alors, cette partie rentre quand même plus ou moins, j'ai critiqué le schéma traditionnel qui est la science grecque, la science arabe et la science européenne. Évidemment, on le critique, ce schéma, il est monoculturel, comme j'ai dit, il est statique, il n'est pas assez complexe. Mais dans ces grandes lignes, on peut dire
qu'il tient pour un certain passage des idées d'une civilisation à une autre. Notamment, il y a d'autres schémas à côté, il y a la Chine, il y a d'autres civilisations. Mais il y a une certaine validité de ça, bien qu'il soit relativisé, n'est-ce pas? Alors, ces épisodes, ils rentrent plus ou moins dans ces schémas. Alors, le premier épisode, c'est l'Exode, qu'on va étudier, c'est l'Exode des philosophes grecs en Perse après la fermeture de l'école d'Athènes en 529, parce que là, on a une date. Eh bien que ce ne soit pas si clair et si simple que ça, parce que les sources que nous avons ne parlent pas d'un décret de Justinien en disant on ferme les écoles philosophiques, etc. Je cite une source, nous avons deux sources, on cite une source. Durant le consulat de Decius, l'empereur Justinien promulgua un décret et l'envoya à Athènes, ordonnant que personne n'enseigne la philosophie. On n'a pas le décret, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est ces manières à débat depuis de longues années parmi les historiens, et surtout les historiens de l'Antiquité, et les historiens de la philosophie. Mais ce qui est certain, c'est, là, c'est des faits, c'est des facts, les philosophes grecs qui vont aller en Perse. Ça, on le sait. On le sait par plusieurs sources. On a les noms, en plus, on a des noms. On a le nom de 7 d'entre eux. Parmi eux, c'est les plus fameux Damasius et Simplicius. Là, on connaît. On connaît plus ou moins l'histoire qu'ils vont aller en Perse enseigner. C'est un pays qui n'est pas chrétien à l'époque, n'est pas musulman à l'époque, évidemment. C'est un pays qui garde les bonnes valeurs païennes pour les philosophes. Mais ils vont entrer. À un certain moment, ils vont entrer à Athènes. Alors, il est intéressant d'essayer de faire un petit bilan autant que possible avec le très peu de sources que nous avons sur l'influence de cet épisode en Perse et aussi en Grèce, à Athènes, quand la plupart des savants reviennent. Alors ça, c'est le premier épisode. Un deuxième épisode lequel est moins connu, Empire romain d'Orient toujours, 7e siècle, 8e siècle, c'est le débat iconoclaste où, influencé par la religion et la culture musulmane, une partie des chrétiens orientaux refusent la représentation picturale des saints, pas d'icônes, parce que pour eux c'est païen. En même temps, ça entraîne un mouvement philosophique, un mouvement théologique qui c'est relativisé, mais enfin, disons, en gros, attaque le savoir profane et un certain nombre de savants. Nous avons des données pour les astronomes, donc c'est surtout des astronomes d'après ce qu'on sait, mais sans doute il y avait aussi des médecins et d'autres savants qui vont passer dans des pays musulmans. Ils vont servir les califes comme astronomes, et à un certain moment, certains d'entre eux vont revenir à Constantinople surtout, transporter des savoirs de la nouvelle astronomie qui s'était développée dans les pays arabes surtout. Et le troisième et dernier épisode de cette migration massive des savants grecs, ce sera un épisode du XVe siècle qui est préparé à la fin du XIVe, mais c'est surtout au XVe siècle, pendant la conquête ottomane. La conquête ottomane
de l'Empire romain d'Orient ne s'est pas fait en un seul jour. Déjà à la fin du XIVe siècle, les Turcs ottomans avaient conquis pas mal de contrées de l'Empire byzantin. Ils vont conquérir la dernière ville, Constantinople, en 1453. Non, parce qu'il restera après Trébizonde, qui va tomber un peu plus tard, et aussi Mistra, dans le Péloponnèse. Mais enfin, 15e siècle, avancée des Ottomans et fuite surtout pendant la conquête de Constantinople, parce qu'on ne peut pas dire qu'avant, vraiment, les savants grecs avaient fui en Occident. Certains d'entre eux ont été dans la cour ottomane, à Andrinople et à Boursa, étudiés et échangés. On connaît l'exemple de Platon gémiste, qui va à Andrinople, cour ottomane, étudier Aristote avec un médecin juif qui était là, étudier une autre approche, si vous voulez, d'Aristote, que l'approche classique qu'on étudiait à Byzance. Mais enfin, c'est vrai qu'aux alentours de 1453, la plupart, sinon presque tous, les savants byzantins vont en Italie. Et là, ils vont se rassembler autour d'un personnage très important que Michela connaît bien, c'est le cardinal Bessarion. Et là aussi, on essaye, on espère pouvoir travailler sur Bessarion et son cercle. Bessarion sera le centre, le pôle de ces savants en Italie, qui vont contribuer par plusieurs manières, plusieurs façons à la Renaissance italienne, en apportant des manuscrits, en apportant de nouveaux savoirs, en enseignant le grec comme ça, et de cette manière, les savants italiens pourront lire dans l'original les textes qu'ils vont apporter. 900 manuscrits, Bessarion, il apporte 900 manuscrits et il fait don à la Marciana, qui est le corps de la bibliothèque marciana. Donc c'est un épisode important de migration massive et de transfert interculturel. Alors après, on va passer à des épisodes plus tardifs. On va parler de la Renaissance et de la science moderne. Donc, épisode très important, c'est la conquista en Espagne, la reconquista, comme on dit en Espagne, quand les Arabes sont chassés d'Espagne. Alors ça c'est avant cela, il y avait évidemment ces transferts interculturels très importants dans la péninsule ibérique, où une grande partie du savoir arabe va être transformé, traduit, enseigné en latin. Mais avec la Reconquista, les Arabes et les Juifs, ce qu'on connaît moins, vont partir de la péninsule ibérique. On connaît moins l'épisode juif, les Juifs qui partent aussi, qui sont chassés de la péninsule ibérique. La plupart d'entre eux vont être accueillis à l'Empire ottoman, qui est un empire qui est... il est constitué sur la base des Milettes, donc il accueille les différentes religions, il n'impose pas une seule religion, il donne le pouvoir aux chefs religieux, le pouvoir de leur propre religion, et ces Juifs, ils vont constituer des écoles mathématiques à Constantinople qui va s'appeler Istanbul, par aussi le réseau des Juifs karaïtes qui sont autour de la Méditerranée. N'oublions pas qu'un
un siècle, 2 siècles auparavant, une importante communauté juive existe au Languedoc, au sud de la France, qui développe l'astronomie et la médecine. Alors, on va parler aussi de cet épisode-là. Les savants huguenots aussi, c'est un Huygens, comme on dit, Huygens, enfin, il y a plusieurs prononciations. Après la révocation de l'édit de Nantes, il part de France. Hein. Ça, il ne faut pas oublier. Et aussi, on va parler des jésuites en Chine, qui est vraiment un grand exemple de transfert interculturel. Une mission qui va durer 3 siècles, hein, de la fin du XVIe siècle au XVIIIe siècle, une mission très importante des jésuites qui vont être envoyés en Chine délibérément, des jésuites qui vont avoir d'abord étudié les mathématiques et l'astronomie dans les collèges jésuites de l'Europe. Ils sont formés exprès en maths et en astronomie pour aller en Chine et pour aller diriger le fameux bureau astronomique des empereurs chinois. Et en même temps, ils vont apporter toute la science moderne, bien que le système astronomique sera celui de Tycho Brahe, mais c'est la science moderne quand même, la science classique, vont apporter toute la science classique en Chine pendant 3 siècles. C'est vraiment impressionnant cette longue durée. Et pour terminer, bon, et là je termine ma présentation, ce sera le XXe siècle. Alors là, on a beaucoup de choses à dire, XXe siècle. On a beaucoup de choses à dire parce que c'est un siècle de migration. C'est un siècle de migration à cause pour des grandes migrations en plus, entre continents, pour des causes politiques. D'abord, très importante, je vous ai dit que Myriam Focaccia va venir nous parler de Fermi, et pas seulement de Fermi. Il y a tout ce grand nombre de savants juifs qui partent de l'Europe, qui vont aller aux États-Unis, et pas seulement des savants juifs, des savants qui fuient le nazisme. Fermi lui-même n'était pas juif, sa femme était. Il y a aussi l'immigration forcée plus ou moins des savants allemands aux États-Unis et moins en URSS. C'est un épisode très important aussi. Et là, c'est clair, le savoir qu'ils ont apporté est clair, parce qu'ils ont été forcés, si vous voulez, entre guillemets, ou pas, d'immigrer à cause de leur savoir-faire. Pendant une certaine période, après surtout les années 38, nous avons des flux de migration, d'émigration des savants soviétiques qui, disons, fuyaient le régime de Staline, il y avait déjà une certaine immigration des savants soviétiques, mais elle n'avait pas un rapport avec le stalinisme, c'était pendant la guerre civile. Et finalement, le phénomène actuel, qui est le brain drain, et que j'ai dit dès le départ, ce n'est pas seulement le brain drain, c'est toute la migration, c'est toutes les migrations que nous constatons aujourd'hui à cause de la situation dans différents pays. Non, il y a les savants syriens qui arrivent en Europe, hein, et pas seulement. Et le brain drain, et aussi, il n'y a pas que ça, il y a aussi des échanges qui, à cause de la mondialisation des sciences, c'est que Krieg il définit comme les identités hybrides de savants. Alors ça, c'est intéressant aussi d'étudier un peu comment se forment des collaborations
et comment se forment des laboratoires internationaux où des savants vont migrer parce qu'un laboratoire, il est plus important pour leurs études, ils peuvent faire beaucoup plus de choses. C'est pas seulement qu'ils n'ont pas de travail chez eux, c'est parce que c'est des savants aussi de renommée, n'est-ce pas? Et comment, avec ces contacts, se forment des identités hybrides, des gens qui sont en même temps français, américains, chinois, italiens, etc., et ils ont les cultures, les deux cultures, et comment cela contribue à la mondialisation des sciences. On a fait récemment une étude, des collègues grecs ont fait une étude ils avaient tous les données parce qu'ils travaillent à un centre de statistiques pour les sciences. Et ils avaient tous les données. Ils ont fait une étude sur les publications communes grecques et chinoises, les 20 dernières années. Alors, c'est très intéressant d'abord de voir la courbe, qui est presque exponentielle, hein, premièrement. Deuxièmement, de constater qu'il y a certains groupes qui ont publié une fois, mais c'est la plupart des groupes, mais il y a certains groupes qui publient toujours avec certains laboratoires. Donc, il y a des collaborations qui se stabilisent au cours de ces 20 années. Et aussi, comment certaines personnes ont migré dans un laboratoire. Parce qu'après des années de collaboration, ils ont été invités, ils ont trouvé un poste qui était plus intéressant parce que le laboratoire était plus grand. C'est la mondialisation de la science, et avec la Chine maintenant qui joue un rôle très important. Et avec ça, je crois que j'ai presque trop parlé. Bon, c'est une introduction, on pourra en discuter après. Je laisserai la parole à notre collègue Robert Halleux. Robert Halleux qui est je dirais que c'est un polymathe, hein, c'est un des derniers polymathes. Bon, il est spécialiste quand même de l'histoire de la chimie. Et l'alchimie, c'est un domaine où il y a beaucoup de transferts et de savoirs aussi. Et aussi un spécialiste de l'histoire des techniques. J'ai oublié de dire, je m'excuse, là, au schéma classique lequel j'ai présenté au début, dans ce schéma classique, il y a plusieurs sciences qui manquent à la narration, et des sciences qui sont très importantes pour les transferts, des sciences de l'époque. Il y a la chimie qui manque à la narration. En général, on ne parlait pas alchimie, c'est maintenant qu'on commence à s'occuper de ces transferts-là. Et aussi l'astrologie était bannie dans cette affaire-là parce que ce n'était pas des sciences. Pourtant, l'astrologie était une science à l'époque où on parle. Et donc, le schéma classique, la narration classique, se concentrait surtout sur l'histoire de l'astronomie et l'histoire de la philosophie de la nature, surtout le mouvement, l'histoire du mouvement. Il y a aussi l'histoire de la médecine qui est à part, hein, ça, c'est vraiment à part, et il ne faut pas négliger aussi, hein, c'est l'instrument. Voilà. Je vous remercie, on va en discuter, c'est une présentation assez rapide. Robert, tu prendras, tu prendras la parole là ou... Si ça convient à ces messieurs, je peux prendre la parole ici. Le micro fonctionne ? D'abord, je voudrais remercier Michele Mampagnotto et mon vieux complice Efthymios Nikolaïdis, avec qui je travaille depuis 26 ans, n'est-ce pas, pour leur gentille invitation. Et mon intervention se limitera à 2 points. Le premier, c'est de définir le contexte général.
dans lequel se situe le présent projet, qui est en quelque sorte un exploratory workshop. Donc, le contexte du présent projet, où le séminaire d'Efthymios Nikolaïdis est une amorce, et ce qu'on appelle classiquement un atelier exploratoire, un exploratory workshop. Ce serait mon premier point. Et mon deuxième point, ce sera d'esquisser le deuxième volet de ce qui est un diptyque, c'est-à-dire l'évolution de l'histoire des techniques. Je ne vais pas entrer dans les détails, puisque le séminaire de cette année ne portera pas sur ce sujet, mais je me bornerai à le baliser. Premier point, la signification de ce projet. Le séminaire d'Efthymios Nikolaïdis s'inscrit dans un grand projet lancé par l'Académie internationale d'histoire des sciences lors de son congrès d'Athènes en septembre dernier, qui s'intitulait « Vers une histoire transculturelle des sciences ». On parle beaucoup de transculturel, mais on ne le concrétise pas véritablement. Le choix de ce thème partait d'une évidence. Il y a un phénomène qui est probablement le plus important de ce début du XXIe siècle, c'est le phénomène des flux migratoires. On les a étudiés sous l'angle démographique, économique, sanitaire, politique. On ne les a jamais étudiés sous l'angle du transfert de savoir. Or, tout déplacement de population s'accompagne d'un transfert massif de savoir. On pourrait évoquer, par exemple, ce que l'on appelait autrefois les invasions barbares, c'est-à-dire les migrations germaniques, qui nous ont amené de nouvelles méthodes de culture, de nouvelles céréales et les épées d'amassé. Mais il serait beaucoup plus simple de regarder autour de nous. Si la cuisine est une technique, eh bien la prolifération de restaurants étrangers montre bien la coïncidence entre immigration et flux et transfert de connaissances. En réalité, cette idée est une idée qui est assez ancienne, mais qui n'a jamais été mise en œuvre par les historiens des sciences. En 1946, un peu avant la création de l'UNESCO, Julian Huxley, le grand biologiste, qui dirigeait la commission préparatoire à la création de l'UNESCO, eh bien, avait lancé le projet d'une, je cite ici, il avait lancé le projet d'une histoire mondiale du développement des sciences et des cultures. Et la conception de ce projet fut confiée à Lucien Febvre, le créateur des Annales. Et Lucien Febvre, dont j'ai retrouvé le projet, était tout à fait intéressant. C'était un livre en plusieurs volumes. Eh bien, il dit que les volumes 2 et 3 devraient être consacrés à des études analytiques sur les échanges. De tout cela se dégagerait l'image d'une humanité mouvante dès l'origine et se déplaçant sans cesse au cours d'une série de migrations transcontinentales. Et les 2 volumes suivants auraient été consacrés à ce que chaque peuple apporte et reçoit, donne, échange, bref, une histoire, comme il disait, est la première histoire pacifique de l'humanité visant à extirper le mortel virus de la guerre. C'est ce projet ambitieux d'une histoire des échanges, des migrations, des transferts de savoir que l'Académie internationale d'histoire des sciences a repris aujourd'hui à son compte. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il est évident que dans les savoirs, il y a les sciences qui sont couvertes par Efthymios Nikolaïdis et les techniques dont je m'occupe plus particulièrement. Les historiens des sciences et les historiens des techniques se tournent le dos régulièrement. On est historien des sciences ou historien des techniques, alors que les savoirs de production et les savoirs d'interprétation s'influencent réciproquement. C'est vrai que ce ne sont pas les mêmes gens qui écrivaient des livres et qui pratiquaient les arts et métiers.
Et donc, la périodisation est différente. On distingue une période pré-industrielle, une période industrielle, divisée elle-même en plusieurs industrialisations. Et d'autre part, les modes de transmission, les modes de migration des savoirs et des hommes ne sont pas les mêmes. Il y a bien sûr l'immigration massive qui amène avec elle ses propres savoirs, des savoirs les plus techniques et les plus simples comme la cuisine, jusqu'aux savoirs les plus élevés comme la pensée religieuse ou la pensée philosophique. Mais il y a plusieurs mécanismes de migration qui ne coïncident pas exactement avec la migration des savants. Et je distinguerai pour ma part, rien que pour la période industrielle, trois phases. La première, c'est la période où les objets voyagent tout seuls et les techniques voyagent toutes seules, par imitation. La deuxième, c'est celle où des spécialistes émigrent vers certaines régions qu'il faut déterminer. Et la troisième, qui à mesure que l'on se rapproche de l'époque moderne, c'est la délocalisation des entreprises. Je me bornerai à esquisser pour chacune de ces périodes un certain nombre de petits exemples. Le premier exemple des objets qui voyagent tout seuls et qui, au fil des routes, sont copiés et adaptés. Lynn White a consacré une étude remarquable à l'histoire de l'étrier qui apparaît en Chine au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui se trouve à Byzance dans le Stratégicon de l'empereur Maurice, puis qui se répand en Occident. L'étrier est quelque chose de capital parce qu'il permet une meilleure assise sur le cheval, il permet une charge de cavalerie avec la lance en arrêt, avec des lances longues, et donc il modifie profondément l'art de la guerre. C'est le premier exemple. Et Lynn White y voit une des origines du système féodal. Le deuxième exemple est la boussole, à laquelle j'ai consacré une étude récente. On sait que la boussole existe chez les Chinois, c'est la cuillère géomantique qui glisse sur une surface polie, mais elle apparaît en même temps, bien plus tard, dans les textes arabes et dans les textes latins, sous une autre forme. L'aiguille aimantée repose sur un fétu qui flotte lui-même sur un bol plein d'eau. Il y a donc là un principe, une idée qui se transmet, mais qui est reprise et adaptée sous une autre forme. C'est ce que Joseph Needham appelle stimulus diffusion, diffusion qui stimule. Un autre exemple, pardonnez-moi de déborder sur l'histoire des sciences, c'est l'histoire de l'introduction des chiffres arabes en Occident, des chiffres indo-arabes en Occident. Guy Bourgeois a démontré que ce qui circulait, ce n'était pas des traités, c'était un abaque, c'est-à-dire une table à colonnes, et des petits jetons que l'on appelait des apicèses, que l'on déplaçait sur l'abaque. On remarque dans les manuscrits médiévaux que les premiers chiffres indo-arabes sont notés à l'envers parfois, ou de travers. Pourquoi ? Parce qu'on ne savait pas dans quel sens tenir les jetons. Voilà un premier exemple. Le deuxième cas de stimulus diffusion, c'est une imitation. Et ici, les archéologues ont retracé la longue histoire du haut fourneau, que l'on croyait toujours avoir été inventé dans l'espace mosan au XVe siècle. Depuis au XIIe siècle, on a trouvé à Lapphyttan en Suède un fourneau soufflé par l'énergie hydraulique, donc avec une grande roue et des grands soufflets, qui produisait de la fonte. Et à partir de là, grâce aux datations carbone 14, on a pu dater, la datation des charbons essentiellement, tout un cheminement qui passe de la Suède au centre de l'Allemagne, à la région rhénane, à la région mosane, à la France, à la Champagne, au Nivernais, et qui se répand dans toute l'Europe. Cela n'implique pas nécessairement des migrations de personnes. Il peut en effet y avoir des techniciens qui voyagent, mais il se peut aussi que par ouï-dire,
le principe se soit colporté de forge en forge. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la migration des spécialistes. Ici, il ne s'agit pas de migration forcée. Ce sont ces gens qu'au Moyen-Âge, on appelle des ingénieurs. Un ingénieur, n'est-ce pas, vient du latin tardif. Ingeniator. Ingeniator, c'est quelqu'un qui construit des ingenia, c'est-à-dire des engins de guerre. Que sont ces techniciens? Eh bien, ce sont des consultants itinérants en technologie qui vont de chantier en chantier, de cours en cours, et là où on les paye. Ce sont généralement aussi des architectes. Depuis Villard-de-Honnecourt au XIIIe siècle jusqu'à Salomon-de-Caux ou Wenzel-Koberger ou d'autres encore au XVIIe, nous avons, jusqu'à Léonard de Vinci aussi qui en est, nous avons presque 250 manuscrits de ces ingénieurs itinérants qui sont en sorte de catalogues de fabricants. Ils se promènent de cours en cours pour montrer leur savoir. Ils se font précéder par ces luxueux manuscrits illustrés qui sont en quelque sorte des catalogues de fabricants. Et ils voyagent dans toute l'Europe et ce sont des réseaux qu'il faudrait étudier. Par exemple, le plus ancien d'entre eux, Villard-de-Honnecourt, dans son manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale, eh bien, on voit, c'est à Picard, mais il a travaillé non seulement dans toute la France, mais il y a même des figures de fenêtres et de vitraux qui viennent de Hongrie. Donc, il y a là tout un transfert, et je ne résiste pas au plaisir quand même de citer un cas très curieux à mes amis grecs. C'est le cas des mines de Sidérokapsa, c'est-à-dire les mines de Macédoine, qui sont décrites au XVIe siècle par un voyageur français, Pierre Belon, dans son livre, n'est-ce pas, les observations de plusieurs singularités et choses mémorables. Alors, il nous raconte là un milieu tout à fait cosmopolite. C'est un milieu où l'on trouve, bien sûr, des Grecs et des Serbes, mais on trouve aussi des Juifs, qui s'occupent du négoce des métaux précieux, et des Allemands. Il dit, je n'ai pas besoin de le lire finalement, il dit qu'entre eux, ils parlent non pas le grec ni le serbe, mais ils parlent allemand à cause des techniciens allemands qui sont venus apprendre la métallurgie en venant de la région de la Saxe, c'est-à-dire le pays d'Agricola, n'est-ce pas, qui est un des pôles technologiques de l'époque. Et là, ces pôles technologiques, l'Italie, l'Erzgebirge, la région Meuse-Rhin, produisent des ingénieurs et des techniciens qui vont essaimer dans toute l'Europe. Et j'ai trouvé dans la revue Neos Hellenum Nemon un article de Spiridon Lambros sur Bessarion, qui envoie les jeunes Grecs en Italie. C'est un article de 1906. Il envoie les jeunes Grecs en Italie pour étudier la mécanique, mécanique, la sidérurgie, sidéropoïétique, l'art de fabriquer des armes, hoplopoïétique, et l'art des constructions navales, nopégique. Il y a là des migrations de techniciens qui vont de client en client ou qui vont se former pour ramener des connaissances dans leur pays d'origine. C'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est la délocalisation d'entreprises, c'est-à-dire un industriel, un technicien, part avec son équipe. Et nous avons bien sûr le cas des Huguenots, dont Efthymios a parlé. Les Huguenots, à la suite de la révocation de l'édit de Nantes, sont partis, les savants. Mais ceux qui sont partis surtout, c'était des artisans, des tisserands, des horlogers, des sidérurgistes, des mécaniciens, des teinturiers, des tanneurs, qui ont fait la prospérité de l'industrie dans les pays protestants, Suisse et Allemagne. Il y a un autre exemple qui est curieux, et je terminerai par là, c'est la naissance de la métallurgie suédoise. Vous savez que la Suède possède une richesse en fer qui sont prodigieuses. Gustave Adolphe, notamment les mines de Dannemora. Gustave Adolphe, qui se préparait à équiper son armée
pour la guerre de 30 ans, eh bien, Gustave Adolphe fait venir les meilleurs sidérurgistes de l'époque, c'est-à-dire des Liégeois. Ce n'est pas une vanité personnelle. Il y avait à Liège une industrie sidérurgique florissante qui se constituait en ce que nous appellerions aujourd'hui un combinat, c'est-à-dire une combinaison d'usines intégrées. On partait des mines, et puis il y avait le haut fourneau, il y avait le foyer d'affinage, il y avait les marteaux-pilons, il y avait la fonderie de deuxième fusion, et il y avait une grande invention qui est la fonderie. La fonderie, c'est une sorte de scie multiple qui fend les plaques de fer en vergettes dont on pourra faire des armes et des clous. Eh bien, Gustave Adolphe prend langue avec des banquiers hollandais qui eux-mêmes le mettent en contact avec un sidérurgiste liégeois, Louis de Geer, qui va émigrer en Suède, un peu plus haut qu'Uppsala, avec toute son équipe, des charpentiers, des mineurs, des hydrauliciens, des forgerons, des pasteurs, car tout le monde s'était fait protestant, n'est-ce pas? Mon Dieu, il y a pas mal d'opportunisme dans ces conversions, dans ces adaptations plutôt au milieu d'accueil. Eh bien, tous ces gens viennent avec leurs instituteurs, avec leurs pasteurs, et forment des villages entiers que l'on appelle encore aujourd'hui en Suède les Wallonbrück, les villages de Wallons. Et il existe encore, d'abord, il y a toujours au Parlement suédois un descendant de la famille de Geer, et il y a un club très snob des Wallons de Suède, qui sont probablement un des cas les plus singuliers de cette immigration à l'époque pré-industrielle. L'histoire pourrait continuer avec la révolution industrielle et surtout avec d'abord la colonisation, mais aussi l'expansion des puissances industrielles d'Europe occidentale vers l'Est, le long de l'Orient Express, le nombre d'ouvriers français ou belges ou allemands qui sont installés en Bulgarie, en Roumanie, en Serbie, et plus tard en Russie, avant la Révolution d'octobre, est aussi un autre phénomène d'immigration. Donc je crois que ces deux volets, immigration des savoirs, immigration des techniciens et des techniques, pourront constituer, je crois, si notre projet aboutit, une contribution assez importante à une autre façon de regarder à la fois la migration et l'histoire des sciences. Merci Robert pour cette... Et tu as parlé aussi de l'émigration des industriels dans ce cas-là. Des émigrations des industriels, bien sûr. Il y a immigration des industriels. Ils viennent lorsque des industriels s'installent, surtout dans cette Europe centrale et orientale. Bon, parlons de la Grèce, n'est-ce pas, qui accède au stade industriel. Eh bien, il n'y a pas seulement les ingénieurs qui se déplacent, mais il y a aussi des contremaîtres et des ouvriers spécialisés. Je pense à la compagnie française des mines du Lorion, où tous les ingénieurs sont français, et les contremaîtres sont généralement venus de France jusqu'au moment où ils ont formé les spécialistes grecs, et à ce moment-là, les Français soit retournent, soit, pour des raisons parfois de cœur, restent sur place. Et là, c'est une immigration tout à fait intéressante à étudier. Une autre question qui pourrait être étudiée, c'est à l'époque industrielle, l'émigration des étudiants venus d'Amérique latine, venus de Chine, du Japon, d'Europe centrale et orientale, dans les grandes écoles de technologie et les grandes écoles d'ingénieurs de France, de Belgique et d'Allemagne. Quand on regarde les matricules d'étudiants, il y a une véritable migration des étudiants qui ensuite retournent dans leur pays. J'ai des étudiants qui ont fait des recherches sur ce qu'ils étaient devenus, et en général, ils sont rentrés dans leur pays pour y exercer des fonctions de direction. Oui, parce que là, une dernière remarque, mais qui va dans le même sens. Pour les techniques et surtout pour la technologie,
il y a le schéma classique où un étudiant va aller dans une école polytechnique à Zurich ou ailleurs, apprendre et revenir dans son pays, pouvoir entretenir les machines qui étaient à cette époque-là, du 19e, début 20e, qui étaient importées aussi. Mais il y a aussi une autre manière de transfert, c'est que les techniciens de ces pays-là viennent dans les pays de la périphérie, entretiennent les machines et disons, des ingénieurs locaux qui deviennent ingénieurs, deviennent techniciens en apprenant par ces migrants, dans ce cas-là, des pays d'où la technologie est née. Et on le voit aussi dans plusieurs pays, ce phénomène, surtout fin 19e, début 20e siècle. Sur place. Oui, on forme des ingénieurs électromécaniciens. Par exemple, l'école de mine de Saint-Étienne, eh bien, a eu des calques. Par exemple, l'école des mines on peut étudier aussi la diffusion des modèles d'enseignement, c'est-à-dire des programmes d'enseignement. Certaines écoles des mines calquent exactement le programme d'enseignement de l'école des mineurs de Saint-Étienne. Et j'ai trouvé chez nos amis cubains que l'Institut Polytechnique de La Havane, sa faculté d'électrotechnique, est le calque exact, tant pour la composition du laboratoire que pour le programme des enseignements, le calque exact de l'Institut électrotechnique fondé à Liège par un mécène, Georges Montefiore Lévy. Donc il y a là aussi des transferts de modèles scolaires, de modèles d'enseignement, et avec bien sûr aussi une migration de professeurs et de techniciens. Ce qui est le plus intéressant, c'est l'expansion en Russie avant la Révolution d'Octobre, parce qu'on y a construit des usines entières, par exemple, surtout en Crimée ou dans le Donbass. La plupart des entreprises qui ont été là ont été créées par des industriels français, belges et anglais qui ont amené avec eux leurs ouvriers. Par exemple, pour construire une cheminée d'usine, ce qui est un travail très difficile, on ne trouvait pas de maçons en Russie et on a fait venir des maçons d'Europe occidentale pour construire les cheminées des usines russes. Oui, et par exemple, Nikita Khrouchtchev a été contremaître dans une usine, n'est-ce pas, l'usine de la Providence, fondée à Mariupol par des Belges. Mais l'histoire des transferts des programmes d'enseignement rentre aussi dans l'histoire de la migration. C'est quand les savants migrent, ils ont dans leur tête, si vous voulez, le modèle de leur pays, qui vont le transposer dans le pays d'accueil. Et là aussi, il faut parler de culture dominante et de culture dominée, n'est-ce pas? C'est absolument. Donc il y a un centre et une périphérie dans ce cas-là. D'ailleurs, ce rapport culture dominante et culture dominée, ça marche aussi bien avec la science. Quand on pense que dans les universités jésuites d'Amérique latine, on enseignait la philosophie d'Aristote, l'université de Lima, par exemple, eh bien, la bibliothèque de l'université de Lima est une des plus belles bibliothèques aristotéliciennes que l'on connaît parce qu'on y utilisait les commentateurs de Coimbra et Conimbricenses. Et alors, tu as parlé de la bibliothèque des jésuites de Chine. En réalité, cette bibliothèque est colossale. Elle est conservée toujours à la Bibliothèque nationale. Et Noël Golvers a pu les identifier. Donc les jésuites ont fait une véritable collecte en Europe d'instruments et de livres pour les emporter avec eux. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai longtemps cherché où était devenu
ce qui était devenu la collection superbe d'instruments de l'électeur de Cologne, Ernest de Bavière, eh bien Noël Golvers a trouvé que le successeur d'Ernest de Bavière, qui était bigot et ne s'intéressait pas aux sciences, a tout donné aux jésuites qui les ont transportés en Chine. Et j'ai vu dans une exposition sur la science chinoise à Cologne un astrolabe qui venait de Beijing et qui avait été fabriqué à Cologne pour Ernest de Bavière. Oui, j'aurais une question sur le S de UNESCO et je crois que c'est Nidam qui avait demandé à ce qu'il soit rajouté. Le S de UNESCO, c'est science. Et il y avait l'idée chez Nidam que du coup que l'histoire des sciences en fait était une histoire globale des sciences et il avait envisagé. Donc alors après je sais pas la relation entre Nidam, Huxley et vous avez parlé de ce projet de Lefebvre d'une histoire globale. Donc je connais pas exactement voilà ma question. J'ai retracé cette histoire dans un article grâce au papier de mon maître Marcel Florquin, qui était membre de cette commission préliminaire avec d'autres biologistes, n'est-ce pas, Nidam, qui était un grand marxiste, comme vous savez, hein, Julian Huxley et d'autres. En réalité, ce projet a été très apprécié au début, et puis il a été torpillé pour être transformé, pour être dilué dans une histoire culturelle. En fait, c'est un projet de l'UNESCO qui est un projet récurrent. Il y a eu plusieurs éditions successives, n'est-ce pas? Mais le projet de Lucien Febvre lui-même, qui était une histoire des savoirs, n'a jamais été véritablement réalisé. Et je sais pourquoi. Parce que ce projet paraissait trop proche des... paraissait, je dirais, trop scientiste, trop marxiste. Et il y a eu de grandes intrigues menées par le pape de l'église positiviste brésilienne, Paulo de Barreiro Carneiro, associé aux représentants de l'UNESCO, du Vatican à l'UNESCO, qui s'appelait un certain Roncalli, qui fit ensuite une belle carrière sous le nom de Jean XXIII. Depuis, il y a eu d'autres tentatives, n'est-ce pas? En réalité, c'était très difficile parce que c'est la politique qui écrit l'histoire. Et tu le sais bien, l'écrire une histoire générale des sciences, c'est la même chose. Lorsque Gillespie a écrit son Dictionary of Scientific Biography, c'était encore le grand clivage Est-Ouest. Et il y avait des bagarres terribles à propos de l'insertion de certains personnages et de ce qu'on leur attribuait. Les soviétiques poussaient Lomonosov, les Français poussaient Lavoisier, n'est-ce pas? Les Français poussaient, les Italiens poussaient Marconi, les soviétiques poussaient un certain Popov comme précurseur. Il y avait là des rivalités terribles. Et quand mon maître René Taton a dirigé l'histoire générale des sciences, il a dû faire des équilibres subtils entre l'Est et l'Ouest. Bon, maintenant, c'est plus comme ça. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, c'est décentré, c'est multipolaire, c'est une histoire des sciences multipolaire. Et donc, maintenant, il faut faire des équilibres entre... et c'est la tâche passionnante à laquelle nous sommes, c'est d'écrire une histoire des sciences multipolaires, et d'abandonner, autrefois, n'est-ce pas, on disait d'abandonner la notion de science pour la remplacer par la notion de savoir. D'ailleurs, ça se fait dans plusieurs endroits. À Zurich, l'Institut für Wissenschaftsgeschichte est devenu Institut für Wissensgeschichte, c'est-à-dire l'Institut d'histoire des savoirs. Et en réalité, il est clair que le modèle de ces premières histoires des sciences était terriblement européocentré. Oui, ce qu'on peut constater après les années 80 surtout, c'est un changement du centre d'intérêt. Il y a deux grands changements en histoire des sciences. Le premier changement,
c'est un changement chronologique, c'est-à-dire que la plupart des productions maintenant en histoire des sciences portent sur le contemporain, XXe siècle, et même sur la science actuelle, XXIe. Et l'autre changement, c'est le grand nombre d'ouvrages qui paraît, qui parlent des sciences qui ne sont pas européennes, donc Amérique latine, Asie, Asie du Sud-Est, etc., même Afrique, périphérie de l'Europe. Mais ce que je constate la plupart des fois, c'est que ces histoires des sciences, c'est en fait des histoires de l'enseignement scientifique. C'est-à-dire, c'est des histoires, comment est-ce qu'un certain savoir, et ça rentre dans notre narration, dans notre intérêt, comment un certain savoir se transporte dans une autre région. Alors, dans ce cas-là, c'est surtout comment est-ce qu'on enseigne ce savoir-là. Et comment est-ce qu'on enseigne ce savoir-là rejoint aussi l'histoire de l'enseignement scientifique. Je voudrais encore bien rajouter une chose. Je dirais que l'histoire des sciences est une discipline terriblement bourgeoise. C'est-à-dire qu'elle est écrite comme si les idées cheminaient toutes seules et comme si les théories s'enchaînaient les unes les autres. Elle fait complètement abstraction de son rapport avec la technique et avec ce que moi j'appelle les savoirs de production. Simple exemple, n'est-ce pas, on vous parle toujours de la querelle du vide, et les philosophes beaucoup sur le vide, mais en réalité, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que les pompes à vide, elles fuyaient, et que donc les expériences, elles étaient ratées, parce qu'il restait toujours un petit peu d'air dedans. Et on pourrait dire la même chose aussi à propos du prisme de Newton et de parler des qualités de verre à cette époque-là. En réalité, l'histoire des sciences est une discipline qui est bourgeoise et désincarnée, et parce qu'elle reflète une certaine classe sociale. J'ai essayé dans mon livre « Le savoir de la main » de bouleverser un peu la perspective de ce qu'est le cocotier et de montrer quelle influence les artisans et les techniques de production avaient eu sur la naissance de la nouvelle science au XVIIe. Le principal challenge de notre discipline, ce serait peut-être de se réconcilier avec l'histoire des techniques et de prendre en compte des savoirs que l'on a injustement méprisés. Vous me posez la question de Maurice Domat, n'est-ce pas? Maurice Domat, c'est une très belle histoire des techniques, très remarquable, mais c'est une histoire des techniques écrite par un ingénieur pour les ingénieurs. Donc c'est une histoire des techniques internes qui, elle, est coupée du contexte idéologique, politique et social. Elle est internaliste, c'est magnifique, on suit toutes les évolutions du métier à tisser, toutes les évolutions du haut fourneau, du laminoir, de tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment fait par un ingénieur pour des ingénieurs. Il avait cette intention-là à l'origine, et je vous dirais que si quelqu'un a réalisé ce projet et est allé le plus loin, c'est un homme qui malheureusement n'a pas pu donner la plénitude, la pleine mesure de son talent. C'est mon autre maître, c'est Bertrand Gilles. Bertrand Gilles est mort beaucoup trop tôt, mais son histoire des techniques, avec sa définition de système technique, de filière technique, de mise en rapport des connaissances scientifiques et des connaissances techniques, Bertrand Gilles, qui est aujourd'hui injustement oublié, est quelqu'un qui est tout à fait remarquable. C'est un homme qui dominait aussi, effectivement, disait que j'étais un polymathe. Bertrand Gilles était un polymathe. Il écrivait à la fois sur l'histoire de la maison Rothschild, sur la sidérurgie française, sur les mécaniciens grecs, n'est-ce pas, et sur les ingénieurs de la Renaissance. Mais l'instrument-là, c'était une illustration de ce qu'on vient de dire, parce que c'est une... Non ? Oui, c'est de la fonte. 13e siècle, hein. Donc, il y a le savoir qui est astronomique, qui vient de Ptolémée, transformé par les Arabes et dessiné par les Arabes, et réalisé
parce que les Chinois pouvaient le réaliser au XIIIe siècle. Vous savez, la fonte, c'est du fer fondu. Et très difficile de fondre le fer. Les anciens ne connaissaient pas la fonte de fer. C'est seulement, juste en Occident, c'est seulement à partir du XIIe en Suède et surtout à partir du XIVe et du XVe que l'on a pu commencer avec des fours, des hauts fourneaux soufflés par l'énergie hydraulique, que l'on a pu fabriquer de la fonte. Alors à l'époque où en Occident, on pouvait tout juste fabriquer les premières taques de cheminée en fonte, les Chinois faisaient ça. Nous avons d'autres remarques, questions, etc. Sinon, on se voit demain. Oui, oui. Allez. Vous avez parlé des questions astrologie, alchimie, le fait que ces savoirs n'étaient pas intégrés dans l'histoire des sciences. Or, je ne connais pas du tout l'histoire des sciences de Sarton. Enfin, j'ai jamais lu, mais je sais, enfin, j'ai vu par rapport au titre que le premier chapitre c'était d'Homère à Omar Khayyam, je ne sais pas si je prononce bien, et le second c'était Ibn Esra. Ça a commencé par Ibn Esra. Oui. Or, Ibn Esra, je crois, est connu avant tout pour son astrologie. Donc, il y avait à l'origine, est-ce que l'idée de l'astrologie intégrée à l'histoire des sciences n'était pas plus forte qu'aujourd'hui? Mais attention, bien sûr. Mais de toute façon, les astrologues se confondent aux astronomes. Alors, ce qui est surtout étudié, c'est leur système astronomique. Les idées astrologiques j'ai parlé aussi de l'alchimie, étaient plus ou moins, enfin, plus que moins, n'est-ce pas, négligées par les historiens des sciences, qui trouvaient que ce n'était pas des disciplines dignes à être étudiées et présentées. Tandis qu'en alchimie, ce qui est très important en plus, c'est tout le savoir-faire et toutes les techniques. Et là, on peut faire vraiment une histoire de la transmission des techniques et des recettes. Alors, quand est-ce que les historiens des sciences ont commencé à s'occuper des recettes, hein, n'est-ce pas? C'est quand même quelque chose qui reste encore, il reste encore beaucoup de choses à faire. Parce que c'est des savoirs qui sont pratiques, considérés comme pratiques. Derrière ces savoirs, il y a quand même toute une base qui est philosophique. Hein. Je voudrais quand même dire un mot, une petite pique, à propos de ce livre de George Sarton. Cette introduction, mon cher Efthymios, to the History of Science, témoigne si bien des conditionnements de George Sarton. Rien que la périodisation, depuis Homère jusqu'à Omar Khayyam, ça révèle une vision globalisante au prix d'un découpage chronologique complètement artificiel. Simplement, on essaye, il a l'idée que l'humanité suit le même chemin et que, avec certains vont plus vite, certains vont plus lentement. Il a gardé cette idée positiviste de retard des civilisations, n'est-ce pas, et des trois stades d'Auguste Comte qui sont partout chez lui. Et donc ça, c'est la première chose. Et puis la suite, c'est la même chose. Et c'est d'ailleurs à cause de cette impossibilité d'assumer une histoire multipolaire que Sarton s'est arrêté au XIVe siècle. Il a arrêté son œuvre, Sarton, à cause de deux choses. D'abord parce qu'il considérait la science comme un new humanism, c'est-à-dire un humanisme générant ses propres valeurs. Je pense qu'Auschwitz et Hiroshima lui ont imposé le plus cinglant des démentis. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Sarton était un scientiste. Donc, il avait les maths, la physique, et puis l'astronomie. Et puis la biologie, c'était déjà moins scientifique, et la médecine, c'était du bricolage, et puis tout le reste, c'était de la pseudo-science. Mais ça a duré longtemps. Si vous regardez la bibliographie annuelle de la revue Isis,
qui est la grande revue d'histoire des sciences. Non, la plus grande, ma chère Michaela, ce sont les archives, n'est-ce pas? Mais, n'est-ce pas, si vous regardez la bibliographie annuelle d'Isis, toute l'astrologie, l'alchimie, etc., est reléguée à la fin de la bibliographie sous le titre « Pseudoscience and Experiment ». Mais aussi la grande histoire des sciences de notre cher maître René Taton suivait quand même le même schéma. Et en plus, elle était découpée par discipline qui ne communiquaient pas entre elles. Donc c'était une autre vision des sciences qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, la vision a complètement changé. Et j'espère que le séminaire, on verra aussi. Je pense, avec tout le respect que nous devons à notre regretté maître, n'est-ce pas, que c'était la dernière histoire des sciences positivistes.